Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau café incubateur. Dans un monde marqué par une compétition économique féroce, des crises géopolitiques récurrentes et une guerre de l'information de plus en plus sophistiquée, l'intelligence économique s'impose comme un outil stratégique majeur. Elle ne se limite plus à la veille technologique ou bien à la protection des secrets industriels. Elle englobe désormais la compréhension des dynamiques transnationales, la maîtrise des flux des données et l'anticipation des menaces hybrides, qu'elles soient économiques, numériques ou informationnelles. Face à la montée des puissances émergentes, à la dépendance technologique et à la vulnérabilité de certains secteurs stratégiques, les États comme les entreprises doivent repenser leur mode d'action. Dans ce contexte, les regards des experts qui croisent les mondes académiques, journalistiques et documentaires deviennent essentiels pour l'analyse des rapports de force invisibles et des enjeux d'influence qui se jouent à l'échelle mondiale. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous recevons M. Alexandre Lerêtre. Enseignant en intelligence économique et en menaces contemporaines et transnationales, il est aussi journaliste d'investigation et réalisateur ou co-réalisateur de documentaires remarquables, notamment La bataille d'Airbus ou encore La guerre fantôme, la vente d'Alstom à General Electric, sorti en 2017. Il co-dirige également Triban Sécurité, une agence de communication spécialisée dans la cybersécurité et la conformité, où se rencontrent stratégie d'influence, maîtrise de l'information et protection des données sensibles. Aujourd'hui, avec lui, nous nous pencherons d'abord sur les coulisses de la réalisation d'un documentaire d'investigation, puis nous verrons ensuite l'affaire d'Airbus et puis le après Airbus. Bonjour à tous, bonjour monsieur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vos documentaires Guerre fantôme et la bataille d'Airbus croisent avec brio journalisme d'investigation, expertise en intelligence économique et narration visuelle. Avant d'explorer en détail l'un d'eux, penchons-nous plutôt sur les coulisses de ce processus de création, donc du documentaire d'investigation. À ce jour, vous avez co-réalisé 2 documentaires avec David Gendreau. Guerre fantôme, la vente d'Alstom à General Electric, puis la bataille d'Airbus. Ces 2 enquêtes, ancrées dans les enjeux industriels et géopolitiques majeurs, ont marqué le paysage du documentaire d'investigation économique. Comment d'abord est né ce partenariat et sur quelles valeurs ou méthodes s'est-il construit? Et selon vous, comment est-ce qu'on choisit correctement son co-réalisateur? Alors, mon partenariat avec David Gendreau, en fait, il date du lycée. On était au lycée ensemble et donc on avait choisi l'épreuve de cinéma audiovisuel au bac ensemble, alors qu'on n'était pas inscrit à des cours. On avait proposé des courts-métrages et on devait ensuite analyser notre propre court-métrage. Donc ces courts-métrages ne sont plus accessible, mais à mon avis, le premier qui se mariera, il aura droit à une projection, je pense, un petit peu dossier, mais c'est pas fait pour être montré, parce qu'on était vraiment lycéens avec les cheveux longs et gras. Mais ça a commencé comme ça. David Gendreau, que je connais depuis le lycée, passionné de cinéma. Moi, plutôt de bande dessinée, puis on s'est retrouvés petit à petit en fait, sur la politique. Et c'est des années plus tard qu'on a eu cette idée un petit peu de joindre nos forces pour créer un premier documentaire, parce qu'on s'est dit que finalement on avait un petit peu toutes les compétences en main pour ce genre de projet. Et puis je dirais, votre question c'était quoi? C'est quoi les bons critères pour se choisir? Comment on se choisit finalement? Comment dire En l'occurrence, on est des amis extrêmement proches, David et moi, mais je déconseille en même temps de traiter ça comme si c'était juste entre potes, parce que ça peut vite mener à faire les choses de manière à peu près, avec beaucoup de désinvolture. Il faut quand même qu'il y ait un sérieux qui soit partagé. Après, ce qui est bien, c'est qu'on se complète très bien aussi, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes tempéraments. Donc c'est vrai que lui est beaucoup plus cadré. Il s'y connaît très bien en logistique et puis il vient vraiment du monde de l'audiovisuel. Donc il sait comment on organise de manière technique un tournage. Moi, je suis peut-être plus dans les intuitions, la créativité, les associations d'idées, tout ça. Donc on se complète bien. Après, il n'y a pas non plus de partage des tâches qui est si découpé que ça. Quand on fait une enquête, on la fait ensemble. Quand on fait de la direction artistique, on gère ça ensemble en amont. Quand on scénarise, et en ce moment, on scénarise beaucoup sur un autre projet. On travaille également ensemble et on confronte nos idées.
tout cas, il faut garder je dirais du sérieux et de la discipline. C'est pas juste on rigole entre potes parce que ça, en général, ça s'effondre assez vite. Voilà. Ok. Vous avez un peu anticipé ma deuxième question, c'est plutôt sur le choix du sujet en fait. Comment vous en êtes arrivé à choisir, est-ce que vous êtes parti plutôt d'une veille d'actualité, des échanges, du brainstorming ou des intérêts communs en voyant une actualité Oui, en fait, c'était David qui, lui, allait souvent à des espèces de soirées café-débat sur Paris où il y avait des conférences, en fait, un peu comme ce que vous faites, donc organiser des événements, des conférences. Et il avait assisté à l'époque à une conférence de Jean-Michel Quatrepoint, qui était un essayiste parce qu'il nous a quittés malheureusement, qui avait fait une enquête assez poussée sur l'affaire Alstom, sous forme de gros bouquins. Et donc il avait assisté à cette conférence, il m'a appelé tout de suite en sortant pour m'en parler. J'étais pas forcément, ne connaissant pas le sujet, j'étais pas forcément motivé pour me farcir le pavé de 300 pages dont il me parlait. Mais par chance, il y avait d'autres gens, à savoir Éric Denessé et Leslie Varenne, qui venaient de publier également un rapport d'une 40 ou 50aine de pages sur l'affaire Alstom, qui était un petit peu plus digeste à lire. Il m'a envoyé ça. Il m'a dit qu'il fallait que je me penche sur ce sujet, parce que c'était proprement scandaleux. Alors bon, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai lu en 3-4 heures en stabilotant, je l'ai rappelé. Et on a beaucoup échangé sur ce sujet de l'affaire Alstom, qui à l'époque n'est vraiment pas médiatisé. Je vous dis, il y a un bouquin qui est sorti, qui a peut-être été lu par 2, 3, 4 000 personnes en France à l'époque. Vraiment les gens qui s'intéressent en fait à ces sujets précis. Plus un rapport d'intelligence économique comme ça de 40 pages sur Internet. Et on se rend vite compte qu'il n'y a aucune couverture média vraiment globale sur ce sujet, alors que ça nous apparaît être un sujet vraiment d'intérêt public. Et donc on laisse le sujet décanter pendant 2 semaines, et puis au bout de 2 semaines, on se dit mais finalement, au vu de tout ce qu'on sait faire, entre guillemets, sachant qu'à l'époque, moi je suis encore étudiant en intelligence économique quand il me recontacte là-dessus. Donc quelque part, le sujet est raccord, moi, avec ce que j'étudie. On se dit ça pourrait faire un bon sujet de film, et même au-delà, on s'était dit ça pourrait faire un bon film tout court si c'était une fiction. En fait, il y avait aussi cet aspect-là qui nous intéressait, c'était que ça pourrait faire un bon thriller d'espionnage. Il y a aussi toujours cette dimension, nous, dans nos sujets qui nous intéressent. Il y a plein de sujets intéressants et on nous en propose, on nous interpelle souvent. Pourquoi vous ne faites pas un film là-dessus ? Ce qu'il faut, c'est aussi trouver une façon de raconter l'histoire qui soit intéressante, et pour ça, il faut que l'histoire ait aussi du potentiel. Dans l'affaire Alstom, il y avait vraiment tous les sujets qui nous intéressaient à l'époque. Les ingérences américaines dont personne ne parlait, parce que c'était vraiment pas à la mode d'en parler. Le démantèlement du nucléaire, encore pire. Tout le monde trouvait ça génial à l'époque, on voit que ça a changé depuis. Le pantouflage des hauts fonctionnaires français qui passent de l'État à une banque américaine de manière totalement fortuite et par hasard. Des sujets de corruption dans une moindre mesure, mais les sujets industriels aussi nous intéressaient parce qu'on liait beaucoup ça, je dirais, à ce qui pour nous était un peu la mère de toutes les batailles, qui était la souveraineté. Au fond, c'était la souveraineté qui nous intéressait. Sauf qu'à l'époque, c'était souvent exprimé de manière un petit peu à la fois chiante et militante, c'est-à-dire le souverainisme, on vous parle de l'Union européenne, des traités européens, de tel article. Bon, ça ne nous a jamais passionné, ça, même si c'est important. Mais il y avait le côté très juridique. Nous, avec l'affaire Alstom, on avait un cas un peu concret, un peu incarné, avec des coups de pression, du chantage, de l'espionnage, du militaire, du nucléaire. Il y avait vraiment tout ça. Et on s'est dit que ça pourrait aussi être une bonne façon de faire comprendre aux gens que la souveraineté, c'est pas juste des traités, c'est pas juste des institutions, ça peut aussi être de la technologie, donc des usines, des gens derrière. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça qui se mélangeait. C'était le bon moment pour faire ce sujet en fait, parce que ça croisait vraiment tous nos centres d'intérêt. Et on s'est dit en plus qu'on avait la capacité de le faire en fait, tout simplement. Et quand on parle de documentaires et surtout des vôtres, on voit que c'est important de transmettre justement un savoir, certaines
connaissances que vous avez acquises. Et dans cette rigueur d'enquête que vous avez, il y a une narration qui est, je trouve, particulièrement claire, pour avoir regardé l'un de vos documentaires, du coup. Est-ce que pour avoir justement cette clarté, vous suivez une sorte de méthodologie ou c'est plutôt intuitif et presque normal pour vous? Non, il y a une méthodologie, même si moi je raisonne beaucoup de façon intuitive, mais il y a quand même une méthodo. C'est qu'on essaye en fait d'appliquer les codes de la fiction, tout simplement, au monde du documentaire. C'est un petit peu notre mantra, à David et à moi. C'est que les documentaires, moi j'ai tendance à trouver ça ennuyeux, c'est pas quelque chose que je consommais beaucoup avant. Je mettais ça éventuellement pour m'endormir le soir, mais bon. J'étais vieux avant l'heure, même il y a 15 ans, même il y a 10 ans. Non, puis moi à la base, David, lui, serait plutôt vu cinéaste évidemment dans la fiction. Moi je fais de la bande dessinée à côté, donc pareil, en fait on a cette fibre d'avant tout de raconter des histoires. Et faire un bon exposé très rationnel, très clair sur l'extraterritorialité du droit américain, ça peut être clair, c'est pas pour ça que ça intéressera les gens. Et nous, notre méthodo, effectivement, c'est de rajouter un petit peu des codes de fiction, donc ça peut être des animations, du manga, ça peut être des infographies 3D un peu funky ou qui vont rappeler des codes de la télé. Dans Airbus, il y a des scènes qui résument l'échiquier juridique, qui parodient un petit peu le générique de Game of Thrones, le titre, il rappelle un petit peu Marvel parce qu'en fait ça mélange plein d'esthétiques, mais c'est fait exprès en fait, c'est que nous on veut avant tout on veut que ça capte l'attention du spectateur, essayer de trouver des enjeux émotionnels, de ne pas forcément raconter l'histoire dans l'ordre non plus, donc des fois il y a des flashbacks, on revient en avant, en arrière. On essaye de réinjecter tout ça là-dedans, surtout que c'est des sujets extraordinairement compliqués et Airbus, c'est le plus compliqué de tous. À côté, l'affaire Alstom, c'est simple, alors qu'on avait passé 9 mois vraiment à repasser en revue tout le sujet pour bien comprendre et à rajouter notre propre enquête. Airbus, excusez-moi de vous couper, je rajoute juste une petite question. Vous mettez combien de temps à peu près pour aboutir à tout ça? Oula. Pour Alstom, c'était entièrement autoproduit entre potes, donc on a mis 2 ans. Okay. Pour Airbus, c'était avec une vraie boîte de prod et une chaîne, même si on avait une boîte de prod sur Alstom, mais la boîte de prod c'était des amis de promo de David Gendreau, donc qui avaient monté leur boîte de prod effectivement, mais il n'y avait pas de budget, c'est ça que je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'était une vraie boîte de prod, il n'y a pas de souci. Pour Airbus, on avait une vraie boîte de prod avec beaucoup d'expérience qui avait fait ça depuis 20 ans, qui nous avait sollicité. Mais par contre, ça a pris 3 ans cette fois pour faire Airbus parce qu'il y a eu le Covid et parce que la production était compliquée aussi. C'était un gros projet et cette fois on se retrouve avec toute une hiérarchie, beaucoup de gens avec qui il faut faire des réunions sans arrêt pour déplacer des virgules dans le script et puis des désaccords éditoriaux parce que c'était une équipe internationale aussi sur Airbus. Il y avait des Allemands notamment dans la production qui n'ont pas du tout la même vision du sujet. Donc ça a pris 3 ans, c'était très laborieux à faire. C'était notre premier gros projet télé, on va dire, dans des conditions... parce que le premier, c'était vraiment, on s'est dit entre potes, si on faisait ça, quoi, sans forcément savoir que ça aboutirait à quelque chose. Donc ça a pris beaucoup de temps. Rien que pour l'enquête sur Airbus, c'est 1 an d'enquête. Sachant qu'en moyenne, de ce qu'on m'a dit, que ce soit pour les documentaires ou même des gens qui écrivent des bouquins, ils enquêtent rarement plus de 3 mois, en tout cas pour de la télé. Ils vont rarement voir plus de 30 personnes. Nous, on en a vu une centaine. En off, rien qu'en off. Rien qu'en off. Donc c'était des gros projets à chaque fois. Mais après, nous, on choisit nos sujets, donc on ne dit pas oui à tout. C'est nous qui essayons d'amener des sujets à des producteurs. Après, si vous voulez vraiment bien en vivre, oui, vous pouvez faire 3 films par an. Vous interviewez 4 personnes, vous faites un montage et puis ça fait un film. Et c'est fait en 4 mois, puis vous passez au suivant et vous touchez votre intermittence. Ça, c'est un business model qui existe, mais c'est pas le nôtre. Nous, on sort un film tous les 5 ans, mais on essaye de bien de le faire à fond, quoi. C'est ce qui vous distingue, je pense aussi. J'espère, je sais pas, mais oui, je pense. Vous avez un peu anticipé mes prochaines questions sur les acteurs que vous interviewez. Vous avez dit que vous en avez fait rien qu'une centaine en off. Comment ça se passe, alors déjà pour les choisir,
pour les contacter parce que c'est pas toujours facile. Et par exemple, dans Airbus, je crois que c'était l'avocat que vous avez interviewé et qu'il n'a pas tout dit. Comment ça se passe et comment on gère aussi ce qui est dit, comment on l'intègre, etc. D'ailleurs, cet avocat précise, enfin, c'est précisé dans la voix off qu'en fait, il parle en son nom. Il parle en son nom, c'est l'avocat d'Airbus, mais il ne parle pas au nom d'Airbus. Ça fait partie des subtilités juridiques de ce sujet, qui sont qu'en fait, on a réussi à avoir personne d'officiel de chez Airbus en fait en on. Pourquoi? C'est lié à la procédure en fait de transactions juridiques avec les Américains, mais aussi avec les Anglais et les Français, qui font que il y a ce qu'on appelle des clauses de musellement, donc en fait ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur ces sujets. Vous avez eu un cadre quand même, un ancien cadre qui a pu témoigner. Oui, mais il est face mémoire, il est face cachée. Oui. On n'a eu que 2 personnes qui avaient travaillé chez Airbus qui ont témoigné, mais face cachée. Ouais. Et on a dû déformer la voix, enfin on s'est vraiment décarcassé pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. On a redoublé par-dessus. D'ailleurs, les gens qu'on voit à l'écran, en fait, c'est des comédiens qu'on a plongés dans le noir, c'est même pas la silhouette des vraies personnes qu'on a interviewées. Pour avoir des gens d'Airbus de manière officielle à l'écran, ça s'est révélé en l'occurrence impossible, donc on a utilisé un peu de ces stratagèmes. Parce que soit ils avaient juridiquement pas le droit de parler, soit parce qu'il y avait une espèce de pression en interne qui faisait que tous ces gens avaient signé des accords pour toucher malgré tout parfois des indemnités plus ou moins confortables. Donc évidemment, s'ils parlent dans un documentaire, ils perdent tout, ils peuvent subir des poursuites. Donc ça, c'était compliqué. Les Américains ne voulaient pas nous répondre non plus. Enfin, ils nous ont répondu qu'ils ne nous répondraient pas. Ils ont été très courtois, mais ils ont dit qu'ils ne s'exprimeraient pas. Donc votre question, comment trouver des gens? Pour trouver des gens off, c'est relativement facile en fait. Il faut d'abord avoir bien travaillé le sujet. C'est-à-dire avoir une chronologie des faits, qu'est-ce qui s'est passé, où, quand, comment, et à partir de là, vous recoupez avec des profils LinkedIn et vous finissez par comprendre qu'un tel, il a peut-être été au service commercial d'Airbus à telle époque, à l'époque où il y avait beaucoup de corruption. Même s'il l'a enlevé de son CV, des fois les gens laissent des indices où ils changent le terme, mais ça veut dire la même chose. Ou alors des fois il y a un trou dans le CV LinkedIn, et évidemment si la personne était dans le service commercial à l'époque où il s'est fait épingler pour corruption, on ne va pas forcément le mettre dans le CV. Voilà. Mais on se dit, il y a une chance sur 5 que telle personne en ait fait partie, donc on envoie un message, et puis s'il répond, tant mieux. Et ensuite, il faut beaucoup rassurer les gens en leur disant qu'ils ne seront pas enregistrés, qu'il n'y aura pas d'oreilles indiscrètes. Il faut louer une salle spécifiquement pour ça. On ne se retrouve pas dans un café où il y a plein de monde, c'est vraiment on loue des endroits exprès. Et moi j'avais un PC non connecté sur internet et je devais noter un petit peu tout ce qu'il disait, et souvent on ressortait de l'entretien, on avait entre 10 et 15 pages de notes comme ça par personne. Donc moi j'ai plein de paperasse chez moi, enfin faut pas que je le dise, parce que, bon, quoi qu'il n'y a plus rien de sensible parce que ça remonte, mais j'ai beaucoup de verbatim de gens, on aurait pu en faire un bouquin, on a eu la flemme. Donc voilà, et pourquoi les gens répondent? Souvent parce qu'ils ont mal vécu ces périodes ou ces sujets, donc ils ont envie, entre guillemets, on va oser le terme, mais il y a toujours une part de vengeance, mais ça c'est la base de l'investigation. Les gens qui vous parlent, en général, ils ont des comptes à régler. C'est ce qu'ils font les 3/4 du temps qu'ils vont vous parler, mais c'est ce qu'ils font aussi qu'il faut faire très gaffe à ce qu'ils disent, et toujours remettre dans un contexte et dire d'où parle cette personne. Elle a envie de se payer un tel ou un tel, mais est-ce qu'elle-même a les mains propres? On n'est jamais tout à fait sûr. Puis souvent, il peut y avoir des exagérations, des extrapolations. Voilà. Quand on écoutait nos témoins, il y en a beaucoup qui nous disaient que voilà, le patron d'Airbus, c'est un agent de la CIA ou autre. Bon, c'est bien, c'est vendeur, mais il faut le prouver. C'est assez difficile à prouver en vérité, ce genre de choses. Donc voilà, donc on a eu beaucoup de gens off. Aucun on, donc on a réussi à en faire parler d'eux, mais de manière détournée. Et l'avocat d'Airbus qui a parlé en son propre nom tout en parlant de l'affaire. Sinon, ensuite, on a trouvé des députés, des gens qui avaient traité de cette affaire, qui avaient été en commission, qui s'étaient entretenus avec des personnes clés de l'affaire ou des gens liés au renseignement ou quoi. Que pour le coup, on connaissait déjà de notre précédente enquête sur Alstom. Des journalistes aussi qui avaient beaucoup travaillé en amont sur Airbus.
Donc ça, c'est plus facile de les recevoir, surtout qu'avec notre premier film, on avait notre petite notoriété sur ce sujet, et la plupart, on les avait déjà rencontrés avant pour discuter de manière informelle. Donc voilà comment ça s'est fait, mais avec un mélange de LinkedIn et ensuite de recommandations, c'est-à-dire quand une personne a accepté de vous parler en off, elle peut vous recommander auprès d'une autre. Puis petit à petit, on remonte la pelote de laine et puis on trouve du monde, quoi. Pour le premier film, c'était peut-être plus compliqué parce qu'on n'avait pas d'expérience. Moi, j'étais étudiant, David, il sortait de l'école, il avait un peu d'expérience, mais pour faire du filmage, on va dire institutionnel. Donc là, on avait dû un petit peu plus ruser, beaucoup soigner notre approche quand on contactait des députés, parce que là, pour le coup, on était des gamins, quoi, à leurs yeux. Donc, mais il fallait déjà prouver qu'on maîtrisait bien le sujet. Et ça, c'est déjà une façon de vous crédibiliser. Quand vous allez voir une ou deux personnes et qu'ils voient que vous maîtrisez très bien les choses, ils vous recommandent assez vite à d'autres gens. Ils vous valident, ils disent « bon, ok, je peux vous présenter un tel ». Puis c'est comme ça que ça se fait, quoi. Ok, faut gagner une sorte de légitimité peut-être un peu. Par le travail, ouais. Oui, bah, évidemment, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Vous en avez aussi un petit peu parlé avant, c'est dans la réalisation de vos documentaires, il faut quand même des moyens pour arriver à tout ça, même si vous avez des compétences, les premières entre potes, etc. Quand vous avez fait le deuxième, vous avez dit vous avez pris avec une autre boîte de production, etc. Est-ce que pour vous, alors déjà, comment vous arrivez à financer ces projets? Et surtout, est-ce que pour vous, les personnes avec qui vous le faites, notamment les boîtes de production, par exemple Arte, est-ce qu'ils vous donnent des financements? Et est-ce que le financement, pour vous, influe sur la liberté de votre documentaire? Alors oui, mais pas dans le sens que vous pensez. En fait, le meilleur moyen d'être libre, c'est qu'il n'y ait pas de financement et que vous vous débrouillez. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est dès que quelqu'un commence à vous payer qu'évidemment, il y a un cadre, il y a des obligations, il y a des comptes à rendre. Donc le premier film, en ce sens-là, était très libre. On n'avait pas un rond et c'est mon co-réalisateur qui avait tout financé parce qu'il avait touché un héritage de son grand-père à peu près à cette période-là. Donc il a pu mobiliser à peu près 15 000 € sur ce projet, sachant que si ça avait été cadré par une vraie boîte de prod, ça aurait plutôt valu un budget de 150 000. Donc on a quand même divisé les coûts par 10, par une technique très simple qui consiste à ce que personne ne soit payé. Ça coûte tout de suite moins cher. Le gros du pognon, il est passé dans la location de lieux pour filmer, tout simplement pour les interviews. Dans la location un petit peu de matériel, même si là aussi, on avait quand même des gens qui ramenaient un petit peu leur propre matos chacun, mais de mémoire, il avait fallu quand même louer un petit peu de matériel, il me semble, hein, de mémoire. Et ensuite, c'était les archives, tous les extraits de vidéos, de JT, d'archives, quand c'est l'INA, ça coûte... Enfin, non, l'INA, je sais plus. Enfin, quand c'est les archives de l'Assemblée, ça coûtait pas trop cher, voire c'était gratuit, parce que comme on l'avait vendu à la chaîne parlementaire, là, on pouvait les avoir gratos. Dès que c'était des archives de chaînes d'infos en continu, ça pouvait coûter 500 € la minute, quoi. C'était des prix délirants. Donc on a tout qui est vite passé là-dedans. Donc financement, voilà, et on s'est très vaguement remboursé en revendant les droits de diffusion du film ensuite à la fois à la chaîne parlementaire, à 2-3 autres chaînes internationales à l'étranger. Pour Airbus, c'est vraiment différent. Là, vous avez une boîte de prod. En fait, la boîte de prod n'est pas Arte. Arte, c'est la chaîne. Donc c'est ceux vraiment qui vont diffuser ça sur vos écrans. La boîte de prod, c'est l'entreprise qui va confectionner à la demande d'Arte un film en recrutant des réalisateurs. Donc Arte donne de l'argent à la boîte de production, et la boîte de production, du coup, elle a un budget qu'elle va dispatcher aux réalisateurs, mais aussi aux techniciens, à la location de lieux de tournage, pour la musique, pour les animateurs, pour tout, quoi. Donc voilà comment ça se passe. Et là, pour le coup, pour Airbus et Arte, on avait un vrai budget, donc des vrais moyens, et on pouvait être payé, contrairement au précédent film. Mais effectivement, ça donne une liberté beaucoup plus contrainte, il faut beaucoup plus marchander tout le temps. Il faut beaucoup discuter. Et en tant que réalisateur, vous êtes un peu en bas de la chaîne alimentaire, en fait. Parce que... et en même temps, c'est votre film, donc vous avez un regard d'auteur, donc vous pouvez faire valoir ça. Mais il faut le faire valoir de manière toujours très très diplomatique et voilà. Et c'est pas là,
pas la partie la plus drôle du métier parce que ça, c'est de la réunionnite aiguë. Et souvent, chaque réunion permet surtout de reprogrammer la réunion d'après. Et souvent pour des broutilles, mais bon, ça c'est normal. Quand on est un réalisateur, on a envie de réaliser, de faire son enquête, de faire ses illustrations, de faire ses animations. Voilà, mais il faut faire cohabiter les deux. Oui. Est-ce que vous êtes senti, enfin, est-ce que vous avez pu dire dans le documentaire d'Airbus ce que vous vouliez vraiment dire? Vous n'avez pas été censuré sur certaines choses, par exemple certains témoins qui ne devaient pas passer, je sais pas. Vous vous êtes senti quand même libre? On s'est senti pressuré beaucoup sur je dirais la partie visuelle du film. Mais aussi sur l'écriture, en fait, c'était lié au fait que c'était une coproduction multinationale, comme je disais, qu'on travaillait avec des Allemands, et que les Allemands n'avaient pas du tout la même appréhension du sujet que nous. Pour la guerre économique, ça n'existe pas trop, en tout cas à cette époque. Ces problématiques d'extraterritorialité, ils n'en avaient jamais entendu parler. Et puis ils n'ont pas, je pense, à ma connaissance, ils ne doivent pas avoir de formation, comme on a à l'ILERI, par exemple, en intelligence économique, ou d'autres écoles. Ils n'ont pas forcément des conférenciers qui font fréquemment des choses là-dessus, donc c'est pas un sujet qui était connu. Et ça a créé pas mal de frictions en fait, sur la façon d'aborder le sujet. Donc ici, il y a quand même eu des pressions pour beaucoup réécrire, beaucoup adoucir la voix off. Et ensuite, ça devenait, il faut adoucir les animations, voire les supprimer parce qu'elles sont trop clivantes, il y a trop de rouge, trop de choses, ça critique, même c'est pas assez neutre. Il y a eu beaucoup cette remarque qui revenait. Donc non, nous on a pu faire le film qu'on voulait, mais c'est ce qui explique qu'il ait pris autant de temps, 3 ans au lieu de 1 an, parce que ça devait être fait en 1 an. C'est qu'il y a tout ce temps passé aussi à beaucoup batailler, à beaucoup négocier. Et donc à la fin, non, on a 90% du film qu'on voulait. On a dû retirer une scène, mais officiellement c'était pour des raisons artistiques. En fait, on donnait la parole à quelqu'un des services de renseignement français. Mais pareil, on le faisait à travers une comédienne qu'on avait engagée pour dire les phrases qui nous avaient été rapportées. Il y avait toute une mise en scène et ça, c'était un peu le truc de trop sur le plan artistique. On nous a dit non, ça se fait pas ce genre de choses, alors que bon, complément d'enquête, cache, tout le monde fait ça, mais là-dessus, c'était pas passé. C'est dommage parce que ça rajoutait une contradiction dans le film à tous ceux qui disaient, notamment que le moniteur américain, ça posait pas de problème. On avait tout un témoignage de gens des services de renseignement qui nous disaient que si, ça posait un gros problème. Bon, ça, par exemple, on n'a pas pu le mettre, mais ça aurait été 2 minutes dans le film, donc c'est pas non plus catastrophique. Les animations, on a réussi à les garder telles quelles. Voilà, je dirais que ça a surtout rallongé inutilement la production, que ça n'a pas abouti à de la censure. Mais la censure, c'est pas quelqu'un qui vous dit tu enlèves ça, tu enlèves ça. C'est plus vicelard en fait. C'est plus une manière de perdre du temps et au bout d'un moment vous craquez parce que ça pose des contraintes aussi de rester 3 ans sur le même sujet. Vous n'avez pas forcément un salaire qui va suivre derrière parce que le contrat il disait pas 3 ans. Puis au bout d'un moment ça vous fatigue, ça vous lasse et puis vous pouvez pas bosser sur d'autres choses pendant ce temps-là. Donc si vous aviez une boîte à côté, elle va pas tourner. C'est plus ça sur lequel il faut être vigilant. Si je devais donner des conseils à des jeunes réalisateurs, c'est relisez bien votre contrat, mettez des garde-fous en fait. Parce que la chaîne, elle s'en fout, parce que c'est pas elle qui vous paye directement, donc elle en a rien à faire que vous soyez payé ou pas, ou du temps que ça prend. S'ils ont envie de relancer indéfiniment et de vous faire retravailler indéfiniment certaines interviews, de toujours chercher une personne en plus alors qu'il y en a déjà 15 ou 20 dans le film, etc. Ou même de retravailler une animation en plein milieu alors qu'une fois que l'animation est faite, ça recoûte des milliers d'euros de la refaire, etc. Ça, c'est pas bien appréhendé pour les chaînes parce qu'au fond, les chaînes, je pense qu'elles savent pas forcément comment se fait un film dans le détail. C'est pas leur métier de faire un film. Donc il faut être très carré sur les étapes dans lesquelles ça se fait, dire là on peut plus changer, si vous voulez faire des changements c'est à telle étape. Et puis de mettre des garde-fous dans votre contrat pour qu'on puisse pas vous faire travailler indéfiniment sans qu'il y ait de... Voilà. Ça c'est des choses à clarifier, c'est bien qu'on les ait vécues parce que comme ça maintenant on sait que on est un peu plus dur en affaires maintenant, mais il faut vraiment le faire parce que c'est des milieux où... En face, ils s'en fichent un peu, surtout quand vous êtes jeune. Ils peuvent relancer la machine indéfiniment, mais personne peut faire ça
Enfin, dans n'importe quel autre métier, c'est pas tolérable, hein, évidemment. Donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut beaucoup cadrer, bien négocier les choses et puis savoir dire non, hein, tout simplement. Des fois, si vous dites non, bon, bah, on passe à autre chose et puis le projet continue, quoi, tout simplement. Ok. Merci. Maintenant qu'on a exploré donc les bases de la réalisation du documentaire d'investigation, on va passer sur votre œuvre, La bataille d'Airbus, Oui. qui illustre parfaitement les enjeux contemporains de la guerre économique et juridique. Ouais. La bataille d'Airbus met en lumière comment le droit est devenu une arme stratégique dans la compétition mondiale, opposant Airbus à la justice américaine. On va donc décortiquer cette affaire qui a marqué l'histoire industrielle européenne. La bataille d'Airbus explore les tensions économiques et diplomatiques autour de l'aéronautique européenne. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte a été élaboré ce documentaire ? Alors ce documentaire, il vient dans le sillage de l'affaire Alstom qu'on avait sorti en 2017. Et tout de suite après, je crois peut-être 6 mois après, je ne sais plus, en tout cas courant 2018, on a des gens d'Airbus qui nous contactent parce qu'ils ont vu le film sur Alstom. Et qu'à ce moment-là, ils sont en pleine... il y a tout un bouleversement en interne chez Airbus à ce moment-là, parce qu'il y a des centaines d'avocats étrangers qui sont en train de mener une enquête anticorruption. Et donc, à l'époque, ils se reconnaissent dans l'affaire Airbus, ils sont même catastrophés en voyant, dans l'affaire Alstom plutôt, ils sont catastrophés en voyant le film parce qu'immédiatement, et c'est normal, ils projettent ce qu'ils ont vu sur leur propre situation. Et donc, on est approché, on pourrait dire par des lanceurs d'alerte qui nous interpellent sur le fait que selon eux, il se passe la même chose chez Airbus et qu'en gros, Airbus, ça va être une nouvelle affaire Alstom. Partant de là, on se renseigne un petit peu dans la presse et on constate qu'il y a déjà des papiers qui sont sortis dans Le Monde, chez Mediapart, dans Marianne aussi, avec Marc Andveld, qui est dans le documentaire, qui avait vraiment fait des grosses enquêtes, qui avait bien défriché le sujet. Donc on se rend compte qu'il y a un sujet et là, on se dit on va proposer ce sujet comme documentaire à une chaîne, enfin à une boîte de production. Et partant de là, ça met à peu près 2 ans et demi à se monter, parce que toujours pareil, tout est très long dans ce monde-là. Et donc on signe début 2020 pour ce projet, la bataille d'Airbus. Et 1 mois plus tard, confinement, donc c'est un petit peu compliqué les choses. Oui. Mais voilà comment ça s'est fait. Une boîte de prod savait qu'Arte cherchait des sujets de guerre économique. Okay. Donc on nous a mis en contact en disant ces deux-là, ils ont fait l'affaire Alstom. Donc, et on avait une plaquette sur l'affaire Airbus. Donc voilà, les choses se sont goupillées comme ça. Après, ça reste assez lent parce que c'est beaucoup de pourparlers avec la chaîne pour que les choses se fassent. Okay. Mais ça s'est fait comme ça. Vous parlez dans ce documentaire de l'extraterritorialité du droit américain, qui est vraiment au cœur de ce documentaire d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez rappeler exactement ce que c'est et selon vous, où se situe la frontière entre la lutte légitime et contre la corruption et une instrumentalisation juridique qui est plutôt au service des intérêts économiques nationaux ? Alors, l'extraterritorialité du droit américain, enfin du droit en général même, c'est, pour faire simple, lorsqu'une nation applique ses propres lois en dehors de ses frontières. Voilà. C'est la définition la plus simple qu'on puisse donner. Normalement, un pays, un État, va avoir un parlement qui vote des lois, une séparation des pouvoirs, et en tout cas les lois qui vont en résulter vont s'appliquer à ce territoire et aux citoyens qui sont sur ce territoire. On ne peut pas appliquer les lois de la France à des Japonais, a priori. Voilà. Bon, l'extraterritorialité, c'est un peu une entorse à cette règle et c'est une manière détournée pour qu'un pays puisse appliquer ses lois en dehors de ses frontières à l'étranger et notamment à des entreprises étrangères. Alors leur argument, c'est de dire oui, mais il y a des critères qui font que vous êtes quand même rattaché au territoire américain. Est-ce qu'il y a des critères justement comme ça ? Est-ce que du coup, parce que l'entreprise, par exemple, a des marchés américains, il se base sur ça, entre autres ? C'est ça, ouais. C'est même le critère, si votre entreprise étrangère est cotée en bourse sur le marché américain, ça va être le critère le plus déterminant parce qu'ils vont considérer que si votre entreprise fait n'importe quoi à l'étranger en termes de corruption, s'il y a des Américains qui ont des actions dans cette entreprise, française par exemple, ils peuvent s'estimer lésés, mal informés, désinformés ou impactés. Okay. Donc ils considèrent qu'en gros, ce que fait votre entreprise à 5000 km, ça peut avoir une sorte d'impact
sur la vie économique américaine. Donc si vous êtes raccroché au cordon de la bourse, et pire, si vous utilisez le dollar pour faire des transactions ou des services numériques américains comme des boîtes mail hébergées sur des serveurs américains, ils considèrent que tout ça, d'une certaine manière, c'est une façon, bon, très alambiquée, mais de vous rattacher au territoire américain. Okay. Mais après, je donne justement des cours sur divers campus de l'ILERI pour parler de cette thématique. Ce que j'explique à mes élèves, quand bien même c'est officiellement un cours de droit, c'est que c'est pas du droit en fait, c'est du rapport de force. L'Amérique est une nation impériale qui a une puissance qui lui permet d'activer des leviers qui font qu'elle peut contraindre en fait des nations à se soumettre à ça. Parce que si elles ne s'y soumettent pas, vous avez face à vous la première puissance militaire, économique, financière, qui a beaucoup de moyens de vous tordre le bras en fait à la fin. Donc vous acceptez et on fait semblant que c'est juridique tout ça, mais ça ne l'est pas. Et pour vous, il y a la frontière justement entre la lutte légitime contre la corruption et l'instrumentalisation juridique, elle est vraiment très faible en fait, et on bascule globalement de l'un, sous prétexte de l'un, on bascule dans l'autre ou... Oui, c'est ça. C'est ça, ce qui ne veut pas dire que la lutte anticorruption n'est pas un sujet. Oui. Et parfois, on nous reproche, à raison, de ne pas assez insister là-dessus. C'est vrai que ça ne nous a jamais passionné en soi, ces affaires de corruption. C'est vraiment la façon dont c'est instrumentalisé à des fins plus vastes. Oui. Parce qu'il y ait des grosses boîtes industrielles qui distribuent des pots de vin, si vous voulez. Il y a peut-être des gens que ça surprend encore, mais nous, déjà à l'époque, ça ne nous surprenait pas beaucoup. Et ce n'était pas un scoop en soi. Le scoop, c'est la façon dont d'autres nations vont instrumentaliser ça pour porter des coups très graves à notre souveraineté. Non, la frontière, elle est poreuse. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas lutter contre la corruption. D'ailleurs, la France lutte beaucoup plus fermement, notamment, et on en reparlera, mais via la loi Sapin 2 contre la corruption. Et c'est une manière de dire aux Américains, vous n'avez plus de raison de nous poursuivre. Regardez, on fait le travail nous-mêmes. Voilà, et il y avait une autre question, non, je ne sais plus, je voulais parler d'autre chose, mais j'ai oublié, ça va me revenir. Justement, alors ça s'est à peu près passé en 2016, c'est ça de mémoire à peu près. Est-ce que à ce moment-là, la France, elle n'avait pas encore la loi Sympa 2, et l'Allemagne, elle n'était pas encore dotée de tout ça. Est-ce que pour vous, ces lois, justement, qui n'étaient pas existantes à cette époque d'anticorruption, ça a nui à Airbus et ça a facilité la pression qu'exerçait le département of Justice, le DOJ? En fait, non, je dirais que c'est l'inverse, c'est que la loi Sapin 2 est sortie pile au moment où l'affaire Airbus commençait à avoir lieu en interne. Et en fait, la loi Sapin 2 a été testée, en quelque sorte. Avec Airbus? Avec l'affaire Airbus, c'est la première fois que les magistrats se saisissaient. Et les dates se recoupaient bien, parce qu'en fait, la loi Sapin 2 a été créée en réaction aussi à l'affaire Alstom, 2 ans plus tôt. Donc je dirais qu'il y a eu un concours de circonstances, mais non, c'est justement ce qui fait que l'affaire Airbus est quand même mieux terminée que l'affaire Alstom, c'est que la France a pu prendre en grande partie le dossier en main. Donc non, c'est plutôt ce qui a, à mon avis, favorisé Airbus, c'est que la France s'en soit enfin mêlée, parce qu'avant, elle était aux abonnés absents sur ces affaires. Est-ce que vous pensez que la loi Sympa 2, elle a permis d'accélérer, entre guillemets, la maturité juridique et la stratégie de l'Europe face à la lutte contre la corruption ? De l'Europe, je ne pense pas, parce que ça reste une loi française, et en fait l'Europe ne s'est pas mobilisée sur ce sujet, ni l'Allemagne d'ailleurs. Donc c'était un des points de friction qu'on avait sur cette production, c'est qu'en fait côté allemand il n'y avait pas vraiment de sujet, donc c'était dur aussi de mener une enquête de front, et en France et en Allemagne. C'est que c'est surtout la France en fait qui s'est emparée de ce sujet, qui a créé des lois pour pouvoir gérer cette thématique. L'Allemagne, à ma connaissance, n'en a toujours pas, et au niveau européen, il n'y a pas de dispositif qui a été mis en place. Donc non, nous, la morale de l'histoire, c'est plutôt qu'au bout d'un moment, quand on veut traiter les sujets, on peut le faire, mais on peut aussi le faire au niveau français. Les magistrats qui ont géré l'affaire Airbus, ils ne sont pas nombreux, ils devaient être 2 ou 3, plus des stagiaires à mi-temps, quand on veut, on peut. C'est ça la morale de l'histoire, y compris face aux États-Unis qui eux, ont des milliers de gens à la NSA et à tout ce que vous voulez. En vérité, si vous prenez en main le sujet, c'est possible de faire reculer partiellement ces velléités impérialistes américaines. C'est un petit peu ça aussi qu'on voulait montrer, c'est que l'Europe... l'Europe n'arrive pas à se coordonner là-dessus parce qu'il y a trop de pays qui n'ont pas la même position, que la plupart des pays ont très peur
que le simple fait de répondre sur ces sujets-là, ce soit déjà une manière de contrarier les Américains. Les Allemands en particulier, leur marché automobile à l'export, il est beaucoup aux États-Unis. Il y a tout le temps ces histoires de droits de douane qui sont au-dessus de leur tête. Donc voilà, il n'y a pas de position européenne commune qui s'est dégagée là-dessus. Et en plus, avec la guerre en Ukraine, si vous voulez, la focale est quand même revenue beaucoup plus sur les ingérences russes, ce qui est logique d'ailleurs. Donc le peu de travaux et de discussions qu'il y avait sur ce sujet au niveau européen, ils sont passés à la trappe avec la guerre en Ukraine. Vous avez un petit peu anticipé ma question, mais est-ce que vous pensez que la loi Sapin 2 est un réel outil de contre-pouvoir face aux États-Unis, en tout cas pour la France? Et aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, est-ce que pour vous, elle est encore utile aujourd'hui et elle a peut-être permis de préserver d'autres entreprises? Je pense qu'elle est utile. En tout cas, on constate, il me semble, en tendance, je n'ai pas vérifié à l'instant, mais qu'il y a moins d'affaires de ce style contre la France qui ont eu lieu. Après, le problème de la loi Sapin 2, c'est que, elle est purement défensive. Elle n'est pas utilisée pour mettre des coups de pression aux Américains. On pourrait en théorie, mais bon. Là, on revient encore à des questions diplomatiques. Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que quelqu'un a envie de le faire? Et pourquoi faire, j'ai envie de dire. Et la loi Sapin 2 ne permet d'opposer des arguments aux Américains que sur les lois anticorruption. Parce que l'extraterritorialité, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais ce n'est pas que la lutte anticorruption. Quand les Américains mettent un pays sous embargo, ils utilisent de l'extraterritorialité. Aujourd'hui, on n'a pas trop le droit de commercer avec Cuba, même s'il y a quelques exemptions. Avec l'Iran, on n'a pas du tout le droit, alors que les Européens avaient négocié un accord sur le nucléaire iranien. En échange de la levée des sanctions, le président Trump, c'est la première chose qu'il a faite en arrivant à son premier mandat, avait déchiré cet accord et rétabli immédiatement des sanctions extraterritoriales. Donc Airbus, Peugeot, toutes nos grandes boîtes qui étaient établies en Iran, qui avaient des gros marchés en Iran, sont partis immédiatement parce qu'il y avait déjà d'autres banques françaises qui avaient été sanctionnées. Je pense à la BNP qui avait pris 9 milliards d'amende. Alstom, c'est 700 millions. Airbus, c'est 3,5 milliards. La BNP, c'est 9 milliards. Donc on est sur des montants qui sont astronomiques. Et rien que pour ça, quand il y a des régimes de sanctions, des embargos, les entreprises ne veulent pas y aller. Même si leur gouvernement leur dit « mais vous avez le droit, nous on ne les a pas mis sous embargo », les entreprises n'y vont pas. Donc, je m'égare un petit peu, mais la loi Sapin 2, ça protège que, je dirais, de la corruption. Ça ne vous permet pas de contourner les embargos. Ça ne permet pas toutes les lois extraterritoriales sur le cloud et le numérique qui permettent aux Américains, théoriquement, de récupérer tout ce qu'il y a dans des disques durs, des serveurs hébergés. Enfin, si vous digitalisez votre entreprise, que vous mettez toutes vos données chez Microsoft ou Google, en théorie, les Américains, sous prétexte d'une enquête un peu vague, peuvent aller voir ce qu'il y a dedans. Nos données de santé, elles sont hébergées sur le Health Data Hub et des clouds de confiance, mais c'est quand même Microsoft qui héberge ces choses-là, qui bâtissent l'architecture. Contre toutes ces choses-là, le numérique, les embargos, même l'exportation d'armement, tout ça, les Américains continuent d'avoir des lois et des règlements qui leur donnent un droit de regard extraterritorial. Donc Sapin 2, ça permet juste de répondre et de mieux négocier sur des affaires de corruption, mais ça ne va pas au-delà. On le voit dans le film d'ailleurs avec les normitards. S'ils n'arrivent pas à rentrer dans un dossier sur la corruption, ils peuvent rentrer dans ce dossier par une autre loi. Donc c'est très bien Sapin 2, mais il ne faut pas non plus croire qu'on a bâti une muraille hermétique comme on voit dans le film. C'est pas tout à fait ça, il y a toujours des trous dans la raquette quand même. Désolé. L'extraterritorialité, elle peut être considérée comme une arme de guerre économique. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France, elle est préparée réellement à répondre à ça? Ou au contraire, elle ne l'est pas du tout? Elle a prouvé qu'elle pouvait répondre sur l'affaire Airbus, et c'est une des rares fois où un pays a réellement répondu sur ce sujet. Après, je dirais que c'est compliqué puisque ça reste un sujet diplomatique en fait plus qu'autre chose, l'extraterritorialité.
Comme je le disais plus tôt, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, si vous voulez, les travaux sur cette thématique, ils ont été largement remis sous le tapis. C'est-à-dire que jusqu'en 2019, on avait des rapports parlementaires, même des députés macronistes qui écrivaient parfois des rapports assez véhéments sur l'extraterritorialité. Donc ça devenait un sujet qui se démocratisait, on pouvait assez librement en parler. Mais je dirais qu'il y a eu deux choses. Dès que les démocrates sont revenus au pouvoir aux États-Unis et qu'en plus il y a eu la guerre en Ukraine, si vous voulez, moi j'ai vu que les gens qui égratinaient un petit peu les Américains, en fait ce qu'ils voulaient c'était plutôt égratiner Trump, je pense. Okay. Et je pense que ça continue aujourd'hui. Il n'y a pas de doctrine constante vis-à-vis de l'impérialisme américain. Il y a simplement, on espère que les démocrates reviennent au pouvoir et on a l'impression que c'est nos amis. Et quand c'est Trump, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, c'est un salaud. Mais au final, il y a une vraie continuité en fait, entre républicains et démocrates sur ces sujets. C'est largement transpartisan. Et donc je ne sais pas si on est vraiment préparé parce que, comme souvent, on n'a pas forcément une doctrine très claire sur ces sujets-là. Et voilà. Non, désolé, j'y avais pas trop réfléchi à cette question. Il n'y a pas de souci. Dans cette affaire, on peut voir qu'il y a quand même une certaine hostilité économique et juridique qui constitue une... Est-ce qu'on peut penser justement que cette hostilité économique et juridique, elle constitue un peu une forme déguisée de protectionnisme américain, où la justice américaine, elle est là pour consolider la compétitivité de ces entreprises? Oui, tout à fait. On n'est pas dans... Oui, non, on n'est clairement pas dans le libre marché, encore moins quand il s'agit d'embargo, parce que là, on parle carrément de bloquer le commerce mondial sur des nations entières. Donc oui, effectivement, ça fait partie d'une espèce d'arsenal protectionniste. Les États-Unis ont tendance à, je dirais, à promouvoir des politiques de libre-échange qui ne s'appliquent pas tant que ça à eux-mêmes. Okay. C'est très facile d'investir en France. C'est pas facile parce que vous allez avoir beaucoup de charges et beaucoup d'impôts, mais il y a beaucoup de sommets comme Choose France ou quoi qui font que c'est facile de prendre des participations, c'est facile de racheter des boîtes. Je crois qu'on a eu plus de 1500 entreprises tricolores plus ou moins stratégiques qui ont été rachetées en 10 ans, donc il y a vraiment ce côté, on peut faire son marché en France. Et c'est même plus ou moins encouragé en fait par le pouvoir en place, parce que le pouvoir en place a tendance à confondre investissement étranger et prédation économique. Et pour eux, au final, sur leur bilan comptable, ça revient au même. Si, quand on vous rachète Alstom, c'est comptabilisé comme un investissement étranger, donc Choose France, super. Mais à la fin, vous n'avez plus Alstom. Donc là-dessus, pareil, il manque une doctrine. Les Américains, c'est beaucoup plus compliqué. Vous ne pouvez pas leur racheter leur boîte. Et c'est extrêmement cadenassé dès que vous voulez prendre des participations. Vous pouvez pas, dès que c'est un petit peu stratégique, vous ne pouvez rien faire dans l'entreprise, même si vous prenez des participations dedans. Et en général, il y a toute une paperasse qui va vous en dissuader. Donc en fait, ils peuvent se montrer un petit peu aussi soviétiques quand ils veulent, les Américains, quand c'est stratégique. Et l'extraterritorialité, oui, ça rajoute des blocages et une forme de protectionnisme, en tout cas, qui a tendance à bloquer le monde des affaires plus qu'à le dynamiser. D'ailleurs, Trump, lui, n'aime pas la partie loi anticorruption extraterritoriale. Quand il est arrivé au début de son deuxième mandat, il a dit qu'il allait suspendre la loi FCPA pendant 6 mois pour voir ce que ça donne. Parce que pour lui, c'est plutôt un frein en fait, aux investissements et au commerce. Donc lui, il voit ça vraiment aussi avec sa visière business. Ouais. Par contre, tout ce qui est sanctions et embargo, non, ça, il l'a pas levé. Ça reste un instrument de la diplomatie. Est-ce que, il y a quand même c'est une forme de guerre économique, tout ça. Est-ce que, à votre avis, les États-Unis sont en avance sur la France et sur l'Europe par rapport à tout ça? Oui, très clairement. Mais ça, c'est parce que déjà, c'est la première puissance mondiale, donc il se pose des questions d'ordre stratégique qui ne nous viennent même pas à l'idée parce que... Je sais pas, parce que bon, nous, on a nos débats sur des points de TVA ou comment est-ce qu'on va encore indexer les retraites sur l'inflation, mais voilà, eux, ils sont à un autre niveau de perception des relations internationales. Et ça les fait intégrer cette conflictualité économique qui, en plus, elle est culturelle chez eux. C'est que, on va dire, dans les services de renseignement américains, il y a dès le départ une porosité très forte entre le monde des affaires, de la finance, la banque, tout ça, et le monde de l'espionnage. Quand ils ont créé l'ancêtre de la CIA je ne sais plus si c'était pas en 1947 ou pendant la guerre, je ne sais plus, le fameux OSS.
À la base, ils recrutaient des banquiers en fait là-dedans, parce que c'était vraiment lié à une connaissance du monde des affaires et du business. Donc le renseignement, l'économie, c'est quelque chose qui va de pair dans l'esprit des Américains et même des Anglais en fait, mais des Anglo-Saxons on va dire. Ils appellent ça competitive intelligence ou business intelligence, mais c'est renseignement des affaires en fait, ils lient les deux sujets. Pour nous Français, c'est plus compliqué, mais c'est aussi pour des raisons culturelles. On est très bon en contre-espionnage, en défense du précaré. Les anglo-saxons sont peut-être plus meilleurs en projection à l'étranger, à l'international. Rien que les Britanniques, l'Empire britannique, c'était des comptoirs commerciaux sur toute la planète. Donc ça rendait les Britanniques un petit peu plus curieux, ne serait-ce qu'en termes de ce qui se passe dans le monde en fait et de business, parce que c'est un peuple commerçant, les Américains aussi. Donc ils ont vraiment cette fibre renseignement économique qui les prédispose aussi à la guerre économique. C'est des choses qu'ils calculent mieux, qu'ils anticipent mieux. En France, on essaye, mais ça reste quand même assez défensif. Mais bon, on essaye ça évolue après en interne, notamment au niveau des services de renseignement, mais ça reste compliqué de faire travailler main dans la main un service public, un service de renseignement avec des entreprises privées. Les uns ont tendance à se méfier des autres parce que c'est pas les mêmes univers aussi. Chez les Américains, ils amalgament un peu les deux, ils les font bosser sur plein de sujets ensemble, c'est pas du tout contradictoire. Donc oui, ils ont clairement beaucoup d'avance. Ouais. Ah. Après avoir analysé cette bataille juridique qui a quand même servi d'exemple, on va voir maintenant comment la bataille d'Airbus a résonné dans le débat public et aujourd'hui où on en est. Donc la bataille d'Airbus, votre documentaire, il est sorti en 2023, au moment où Airbus réglait ses amendes avec le Doge, si je ne me trompe pas. Et quelles sont les répercussions concrètes de ce documentaire sur le débat public autour de la souveraineté économique européenne ou plus française et sur la perception des acteurs impliqués ou même des nouvelles enquêtes journalistiques? Pour être honnête, il y en a eu beaucoup moins que sur l'affaire Alstom, parce que l'affaire Alstom, on en parle encore aujourd'hui, 10 ans après, et ça ne cesse de revenir. Donc l'affaire Alstom, ça sort en 2017, peut-être 4 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, moins d'un an après, peut-être 6 mois après l'élection de Donald Trump. Ça met à jour un scandale en plus qui touche à des questions de souveraineté, dans lesquelles quand même indirectement le président de la République était impliqué lui aussi. On se retrouve avec un président des États-Unis qui a l'air d'être un dingue, donc ça réactive une forme d'anti-américanisme. Bref, l'affaire Alstom a un impact énorme quand ça sort. Ça déclenche une commission d'enquête parlementaire, notre film, le soir même de sa sortie, qui va ensuite relancer des travaux pendant 6 mois, puis ensuite, il y a Pierucci qui sort de prison, l'otage de l'affaire Alstom, qui sort son bouquin, c'est un best-seller international. Donc si vous voulez, il y a tout le temps quelque chose qui relance, qui remet une pièce dans la machine. Et ça dure encore jusqu'à aujourd'hui, alors que bon, elle est largement terminée cette affaire, mais je continue très fréquemment à entendre des gens l'évoquer dans le débat public. L'affaire Airbus, ça a eu beaucoup moins de retentissement, tout simplement parce que déjà c'est moins mal terminé et les histoires qui finissent mal, on en parle plus. Ça s'est moins mal terminé. En plus, c'est arrivé, on a sorti le film au moment où les démocrates étaient revenus au pouvoir, donc il y avait moins, je le répète, moi je pense que ça a joué aussi, même du côté des chaînes et tout. C'était plus la même ambiance pour, on va dire, égratigner les États-Unis. Et je pense que suivant la présidence qui est au pouvoir aux États-Unis, c'est pas exactement la même chose que vous pouvez dire en France. Ça, faut en avoir conscience parce que ça se ressent en interne. On aurait sorti la bataille d'Airbus pendant que Trump était aux affaires comme en ce moment. Je pense que ça aurait été beaucoup plus relayé et mieux accueilli. Dans le contexte actuel, ça aurait beaucoup plus, on en aurait beaucoup plus parlé, mais bon, c'est comme ça. Non, le film a eu moins de retentissement. Après, il a très bien marché, mais surtout sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux. Il a bien marché de ce côté-là, mais il n'a pas eu un impact, je dirais qu'il n'a pas donné naissance à des projets de loi ou à des commissions d'enquête. Voilà. Et en plus, Airbus, il y a ça aussi qui joue, c'est qu'Airbus s'en sort beaucoup mieux que Boeing, qui est fréquemment dans un état catastrophique. Et ça amoindrait un petit peu l'impact de l'analyse sur la guerre économique, parce qu'à la fin des fins, même s'il y a de la guerre économique,
Si vous fabriquez des avions et que vos avions s'écrasent, guerre économique ou pas, vous allez en vendre moins et vous allez avoir plus mauvaise réputation. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on a raconté cette histoire de rivalité entre Boeing et Airbus dans un contexte où en fait Airbus pouvait malgré tout s'en sortir face à un Boeing qui enchaînait les crashs d'avions dramatiques. C'est ce que vous disiez aussi dans vos documentaires, qu'Airbus, après, ils avaient continué à vendre et que ça ne s'était pas complètement écrasé. Ouais, puis ça, je vais pas regarder les chiffres récents, mais il me semble qu'ils s'en sortent bien, ouais. Donc il y a aussi ça aussi qui fait que l'affaire a eu moins de retentissement, parce qu'elle elle a permis de mieux comprendre les mécanismes juridiques, etc. Et la façon dont une affaire comme celle-là se déroule. Donc le film est malgré tout très apprécié par les entreprises elles-mêmes, ou par des think tanks, ou par tous les gens qui s'intéressent à la stratégie, puisque ça permet de comprendre de l'intérieur comment ça se passe, une enquête anticorruption aussi violente parfois. Donc ça permet de se former aussi quand on est un professionnel. Donc ça a peut-être même des juristes qui sont venus nous voir en expliquant parfois même que des juristes d'entreprise ou des juristes spécialistes de conformité et de compliance, on en a même eu qui nous ont dit « je comprends enfin à quoi sert mon métier » parce que c'est un métier où il faut appliquer plein de règles débiles et assez aliénantes aux autres employés. Et parfois ça tourne presque au flicage en entreprise maintenant, tellement il y a des normes, notamment imposées par Sapin 2, qui font que pour être sûr qu'il n'y ait pas de corruption, on se retrouve avec tout un tas de lois extrêmement contraignantes. Et le film il permet aussi de remettre en perspective ces règles et de dire soit c'est ça, soit vous risquez ce qui se passe dans le film. Donc je dirais que dans la sphère professionnelle, en tout cas tous les praticiens de ces disciplines, je pense que le film a beaucoup intéressé, il tourne beaucoup et on est quand même encore fréquemment sollicité pour en parler. Il a eu moins d'impact sur le débat public honnêtement, mais bon, on ne peut pas refaire une affaire Alstom tous les ans, quoi. Des scandales comme ça, on en trouve un tous les 20 ans, et puis on est content, quoi, déjà. On est maintenant en 2026 et donc on est 6 ans après l'accord global et de l'amende de 3,5 milliards d'euros. Où en est Airbus maintenant dans cette affaire? Est-ce que pour eux c'est complètement fini, c'est derrière eux, ils ont écopé l'amende, ils l'ont payé, c'est terminé? Et comment Airbus se place maintenant stratégiquement, peut-être de manière plus défensive? A priori, la page est tournée parce qu'ils avaient une espèce de période probatoire de 3 ans, donc qui a duré jusqu'en 2023, jusqu'à ce qu'on sorte le film en fait. Donc le fameux moniteur, qu'il soit américain et ou français, ils sont restés là pendant 3 ans dans l'entreprise pour la surveiller de près et pour traquer la moindre irrégularité, la moindre faute, avec toujours cette peur qu'il puisse y avoir quand même une transmission de données sensibles. Ça a duré jusqu'en 2023, donc a priori depuis 3 ans ils sont tranquilles. Et le directeur juridique John Harrison a changé il y a 2-3 ans aussi, il me semble. Il est parti après que le travail soit terminé. Donc non, tout porte à croire. Alors j'ai pas refait de veille vraiment récente, donc peut-être que je dis une bêtise, mais tout porte à croire que non, la page est définitivement tournée, que maintenant, a priori, il doit avoir des systèmes de conformité extrêmement rigides et rigoureux, peut-être même un peu trop, mais bon, ça les regarde et a priori, ça les empêche pas de bien fonctionner. Donc nous, on leur souhaite le meilleur parce que c'était pas un film anti-Airbus, contrairement à ce que des gens d'Airbus eux-mêmes pensaient, parce que ils voient journalistes, ils pensent fouille merde, ils pensent des gens qui vont leur causer des soucis ou les dénigrer. C'était pas du tout notre objectif, une fois de plus. On était dans une dynamique de défendre la souveraineté française. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Il ne s'agissait pas de dire du mal des grands patrons ou des méchants capitalistes. Nous, dans cette histoire-là, en tout cas, on était plutôt de leur côté, mais pour aussi essayer de comprendre qu'il y a des enjeux bien plus graves qui peuvent toucher aussi à la dissuasion nucléaire française, par exemple. Vraiment à ce niveau-là qu'on voulait se placer. Et donc, s'ils s'en sortent très bien, tant mieux. Et on leur souhaite le meilleur. Et puis ils créent énormément d'emplois en plus, ne serait-ce qu'à Toulouse et alentour. Donc, pour nous, c'est des boîtes très importantes et c'est des belles entreprises en plus pour avoir un petit peu discuté avec beaucoup de gens. On ne discutait pas qu'avec des gens qui nous disaient du mal d'un tel ou un tel. C'était des gens qui nous parlaient aussi de leur métier avant tout. Et c'est des métiers passionnants, c'est une super aventure ce qu'a fait Airbus et on leur souhaite que
Que ça continue. Voilà. On leur souhaite que ça continue aussi. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci de nous avoir éclairé sur les coulisses de la réalisation du documentaire d'investigation et surtout de nous avoir plongé au cœur de la bataille d'Airbus et de la guerre économique contemporaine. Merci. Avec plaisir, Héloïse. Merci à vous.